Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un monument de la littérature, l'Antigone de Jean Anouilh. Mais attention, pas la pièce entière, non, on va se concentrer sur sa scène d'ouverture. Un dialogue qui a l'air de rien comme ça, entre une jeune fille et sa nourrice, mais qui est en fait la clé de voûte de toute la tragédie. C'est là, vraiment là, que tout commence dans le silence de l'aube. Alors, c'est parti, on plonge dedans. Alors, sur scène, qu'est-ce qu'on a? Deux personnages, et vraiment ce sont deux figures que tout oppose. D'un côté, Antigone, la princesse, qui rentre au petit matin encore toute glacée, empreinte du froid de la nuit. Et en face d'elle, sa nourrice. Elle, c'est tout le contraire, c'est la chaleur du foyer, le monde du concret, l'inquiétude presque maternelle. Et cet intérieur qu'on imagine tout douillet, eh bien il va devenir le tout premier champ de bataille, le lieu où la première fissure va apparaître dans l'ordre des choses. Et voilà la question qui va nous guider tout au long de cette analyse, cette petite sortie nocturne, c'est quoi au juste? Une simple crise d'ado? Un caprice? Ou est-ce que, sans qu'on s'en rende compte tout de suite, on est en train d'assister à un adieu? Un adieu au monde, oui, un adieu à l'enfance, et même un adieu à la vie. Tout ça caché derrière des mots poétiques, un peu étranges. Alors, voilà comment on va procéder pour y voir plus clair. D'abord, on va essayer de cerner ce personnage d'Antigone, qui est assez insaisissable. Ensuite, on va décortiquer le dialogue, ce mélange de vrai et de faux. On parlera aussi du style d'Anouilh, qui est très moderne pour l'époque. Puis, on verra comment cette scène est un véritable adieu à l'enfance. Et pour finir, on verra que c'est déjà un argumentaire tragique qui se met en place. Allez, on commence. Dès les tout premiers mots échangés, on sent qu'il y a un mur entre elles. Un véritable mur. Antigone, elle est là, oui, son corps est là. Mais son esprit, il est déjà parti. Loin, très loin, dans un monde où sa nourrice ne peut plus la rejoindre. Et tout part de là, de cette question. D'où viens-tu? C'est simple, c'est concret, c'est presque animal, j'ai envie de dire. C'est la question de la gardienne du foyer qui sent que quelque chose cloche. Le lit est froid, la porte était ouverte. C'est la voix du réel, du quotidien, de l'inquiétude pour le corps. Et là, paf, la réponse d'Antigone, c'est un choc total. On lui pose une question de lieu, une question de géographie, et elle répond par une sensation, une impression. Elle ne dit pas « je viens du jardin », non, elle dit « c'était beau ». Et elle ajoute ce truc incroyable, la beauté d'un monde sans couleur. C'est ce qu'on appelle un oxymore. Le décalage entre les deux est immédiat, il est immense, abyssal. Ce tableau, il résume tout ça parfaitement. D'un côté, on a la nourrice, le monde du réel, du concret. C'est l'inquiétude, la raison, le lit chaud. Et de l'autre, Antigone. Elle est dans la poésie, le mystère. Elle est déjà ailleurs, de l'autre côté du miroir. Elle ne parle tout simplement plus la même langue. Et c'est là qu'on sent pour la première fois la solitude immense, la solitude absolue d'Antigone. Et cette incompréhension, forcément, ça nous amène à notre deuxième point. Le dialogue va se transformer. Il va devenir un interrogatoire, un vrai. Et tout ça est basé sur un malentendu, un quiproquo, qui est profondément tragique. Alors, la nourrice, elle est perdue. Face à ce truc qui lui échappe complètement, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle essaie de rationaliser. Elle cherche l'explication la plus simple, la plus banale, la plus humaine possible. Un rendez-vous galant, un amoureux. C'est sa tentative désespérée de ramener Antigone dans une case qu'elle comprend, de faire de ce grand mystère une simple histoire d'ado. Et là, attention, coup de théâtre, Antigone répond tout doucement « oui, j'avais un rendez-vous ». Mais ce oui, ce n'est pas un vrai oui, c'est un mensonge qui dit la vérité. Parce que oui, elle a bien un rendez-vous, mais pas avec un garçon. Son rendez-vous, c'est avec son devoir, avec la terre qui doit couvrir son frère. Son rendez-vous, c'est avec la mort. Évidemment, la nourrice, elle saute sur l'occasion. Elle s'engouffre dans cette fausse piste. Et au fond, c'est presque un soulagement pour elle, vous ne trouvez pas? Tu as un amoureux secret. Bon, c'est un drame, mais un petit drame, un drame qu'on peut gérer. Ça fait partie de la vie. Elle est tellement loin, mais tellement loin de s'imaginer qui est le véritable amoureux d'Antigone. Mais écoutez bien la suite. Oui, nourrice, oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Ce petit mot, le pauvre. C'est ça qui change tout. L'ambiguïté est totale. C'est fascinant. De qui elle parle au juste? De son fiancé Aimon, qu'elle va faire souffrir? De son frère Polynice? Ou peut-être d'elle-même? Cette pitié, ce n'est pas de l'amour. C'est autre chose. C'est presque la pitié d'une déesse qui regarderait de haut le destin tragique des humains. Bon, petite pause. On a vu le quoi, maintenant regardons le comment. Comment tout ça est écrit. Parce que le vrai génie d'Anouilh, c'est de prendre cette vieille histoire grecque et de la rendre brutalement moderne. Et pour ça, il a une technique, une arme stylistique qui est juste redoutable. Cette arme, c'est ce qu'on appelle l'anachronisme. C'est simple, Anouilh prend son histoire, qui est censée se passer dans l'Antiquité grecque, et il y met volontairement des objets, des mots, des idées du XXe siècle. C'est un choix, c'est voulu, et c'est incroyablement efficace.
On a un exemple parfait dans notre scène. Pour décrire le jardin, Antigone dit quoi? C'est devenu une carte postale. Une carte postale. Imaginez une carte postale dans le palais de Thèbes. Ça n'a aucun sens. Et c'est fait exprès. C'est un clin d'œil. Anouilh casse volontairement l'illusion pour nous dire « Eh oh, je vous parle à vous, aujourd'hui ». Alors, pourquoi il fait ça? Le but, c'est de faire exploser la distance entre nous et ces personnages. En utilisant nos mots, Anouilh ne nous montre pas une statue de marbre dans un musée, il nous montre une jeune femme. Une jeune femme qui pourrait être notre voisine, notre amie. Et du coup, sa révolte, son non face à l'injustice, ça résonne d'une force incroyable pour le public de 1944, en pleine occupation, et ça résonne encore pour nous aujourd'hui. Bien, on avance et on arrive maintenant au cœur du réacteur, au sens symbolique de la scène. Parce qu'au-delà des mots, il y a quelque chose qui se passe, une sorte de rituel. Mais lequel? C'est tout simplement la scène de l'adieu. Oui, elle dit adieu à sa nourrice, mais en fait, elle dit adieu à bien plus que ça. Elle dit adieu à tout ce que la nourrice représente. Le monde de l'enfance, la chaleur, la sécurité, le monde où le pire drame, c'était un genou écorché. Là, Antigone est en train, symboliquement, de fermer la porte de son enfance. Définitivement. Et on arrive à la réplique, peut-être la plus importante de toute la scène. Écoutez bien. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. C'est incroyable. C'est la formulation d'une décision irrévocable. Elle se dit, c'est fini de jouer, je dois devenir une adulte, je dois endosser mon rôle tragique. Et juste avant, cette phrase « garde tes larmes ». C'est une lucidité qui fait froid dans le dos. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle l'ironie tragique. L'ironie tragique, c'est quand un personnage dit quelque chose, mais que nous, le public, on comprend le double sens, le sens caché, le sens terrible, que l'autre personnage, lui, ne voit pas. Ici, la nourrice, elle entend quoi? Une gamine qui fait sa maligne. Mais nous, les spectateurs, on entend la voix d'une femme qui sait qu'elle va mourir et qui l'a acceptée. Ce décalage, ça crée une solitude autour d'Antigone qui est juste poignante. Elle est seule, terriblement seule. Allez, on arrive à la conclusion. On va résumer un peu tout ça, voir ce que cette scène accomplit, et puis ouvrir quelques pistes de réflexion. Donc, en résumé, cette toute première scène, elle a 3 fonctions capitales. 1. Elle nous montre tout de suite la solitude totale, radicale d'Antigone. 2. Elle installe une tension dramatique hyper forte grâce à ce malentendu, ce dialogue de sourds. Et 3. Elle symbolise ce moment de bascule, le moment où Antigone passe à l'acte, où elle dit adieu à son enfance pour marcher droit vers son destin. Et il y a une chose qu'il faut vraiment retenir avec Anouilh, c'est que son théâtre, c'est comme un tribunal. Chaque réplique est un argument. Chaque personnage plaide sa cause. La nourrice, elle plaide pour la vie, pour le bonheur simple, la normalité. Et Antigone, elle, avec ses silences, ses réponses étranges, elle plaide déjà pour autre chose, pour l'absolu, pour le devoir. C'est déjà un combat de philosophie qui s'engage sous nos yeux. Et pour finir, je vous laisse avec quelques questions, histoire de continuer la réflexion. D'abord, est-ce que ce langage de tous les jours, justement, ne rend pas la tragédie encore plus dure, plus insoutenable? Ensuite, est-ce que l'incompréhension de la nourrice ne rend pas le geste d'Antigone encore plus grand, plus héroïque? Et la dernière question, si on se mettait à sa place, on ferait quoi? On laisserait de s'expliquer? Ou est-ce qu'on choisirait le silence et cette solitude absolue? Voilà de quoi continuer à discuter sur cette pièce qui est juste immense. Merci beaucoup pour votre attention.